pour être en santé, on a besoin d'avoir de la santé physique, de la santé mentale, de la santé sociale et de la santé qui est liée, ou on appelle ça le spirituel, ou on appelle ça le sens. Quand il manque un de ces aspects-là, on n'est pas pleinement en santé. Le monde dans lequel on vit, il appelle à la survie, c'est-à-dire qu'on va aller valoriser des comportements qui sont en réalité des comportements de survie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Briand, multipotentialiste, autrice, réalisatrice et enquêtrice du vivant. Stéphanie explore tout ce qui touche à la libération du potentiel humain. Et dans cet épisode, on s'intéresse à un sujet essentiel, le bien-être du corps. L'addiction, en réalité, c'est une insécurité du corps qui n'a pas été prise en charge. Donc le corps, à un moment, il se sent pas bien. Et donc pour ne plus avoir à gérer cette sensation, on va fuir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on tombe de malade de plus en plus jeune, qu'il y a tous ces burn-out? On a perdu du sens. Notre corps, il nous le dit, là, waouh! Et les gars, réveillez-vous! Retrouver l'harmonie, c'est être dans l'équilibre suffisamment stable pour absorber les déséquilibres. Quelle est selon toi la plus grande trahison qu'on fait à notre corps au quotidien? Salut Stéphanie, comment te sens-tu ce matin? Bonjour Nico, je me sens plutôt bien, j'ai la forme, j'ai un peu de courbature parce qu'hier j'ai fait des exercices que je n'avais pas l'habitude de faire, donc je sens un peu. Ouais, ton corps te parle. Mon corps me parle. Bah, ça tombe bien, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et comme je te disais un peu en off, c'est vrai que moi ce matin, il y a plein de choses qui se passent. J'ai des déconvenues, la salle dans laquelle on est, qui est un peu plus, qui est beaucoup, enfin, ou qui se réduit en termes de temps d'enregistrement, un appel important que j'ai eu juste avant, et je sens que mon corps il me parle, que j'ai mal au ventre, que j'ai des crispations, que j'ai du stress. Et je dis c'est marrant de faire cet épisode quand même par rapport à ton livre quand le corps n'est plus d'accord. Bah là ce matin il me dit là attention mec mais tu me perturbes et t'es dans ton anxiété et j'aime pas ça et c'est assez marrant, donc je le montre d'ailleurs quand le corps n'est plus d'accord. Stéphanie Briand, un livre que j'ai adoré du début à la fin, essentiel je pense qu'à lire, à mettre entre toutes les mains pour être en accord avec soi et avec son harmonie. J'ai envie de te poser une première question. Toi, on te connaît pas, je fais une soirée, t'arrives, comment tu te présentes aujourd'hui? Souvent sur le fond de ce que je suis et de ce que je fais. Ouais. Donc moi, ma passion, c'est la libération du potentiel humain. Wow. Et ma mission, c'est de raviver les flammes, de montrer que les êtres ont des ressources. Ouais. Et ensuite, quand on me dit oui, qu'est-ce que tu fais? Je dis je suis multipotentialiste. Parce que je fais beaucoup de choses et j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Donc j'écris des scénarios, j'écris des livres, je donne des conférences, j'ai une académie qui s'appelle l'Académie du souffle autour de la respiration, je fais du design, j'ai une créativité qui a besoin de s'exprimer sous plein d'aspects et j'adore ça. Et j'ai un fils qui me dit non mais maman, il faut faire un truc. Mais je peux pas, c'est pas moi en fait. Et avant-hier, j'ai dîné avec la directrice d'une agence média qui me disait mais bah oui, mais t'as de la chance d'avoir toutes ces capacités. Je dis oui, mais c'est inhérent à ce que je suis, donc c'est ni une chance ni une vraie qualité, c'est mon fonctionnement. J'aime. Là, je viens de créer une application et je l'ai faite moi-même. Ouais. Voilà, parce que maintenant, je sais faire une application. Et ça m'éclate d'aller sur différentes façons de distribuer ce qui est l'essence de ce que je suis, de ce que je porte, ma vocation. J'ai de la chance, j'ai une vocation. Elle a été facile à trouver cette vocation? Je pense que je me suis jamais trop posé la question. Ah ouais? Ouais. C'est que le matin quand je me lève, j'ai un sens. J'ai eu une excitation, il y a quelque chose qui se passe. Et que j'ai toujours eu ça. Quand j'étais petite fille, je me mettais sur mon toit et je regardais les étoiles. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Et c'était cette espèce de connexion déjà un peu au sens. Ouais. Donc, je me suis jamais dit, tiens, c'est quoi ma vocation? C'est plutôt après, je me suis rendu compte que j'avais finalement une vocation. Donc, cette chose qui infuse, qui est le sens, en fait. La vocation, je pense que c'est vraiment le sens. Et après, la façon dont on l'a traduit, ça va être par des missions. J'ai commencé ma vie dans le monde de la télévision. J'ai été journaliste pendant de nombreuses années. J'ai présenté des émissions. Et déjà, je faisais la même chose, mais d'une autre façon. Mais justement, parce que t'as un livre que t'as sorti sur le souffle, t'as l'Académie du souffle, là t'as fait un livre aussi sur l'amour, alors attention je dis ça, je sais pas, mais c'est peut-être un petit pas de côté, et puis là t'es revenu au corps. Ça a toujours été présent chez toi, ce rapport au corps? Oui.
Mais là, je dois dire qu'en écrivant ce livre, je suis passée moi-même à travers des messages de mon corps très forts qu'il fallait écouter, et puis des nouvelles compréhensions. Donc j'ai vraiment, au fil des dernières années, complètement évolué dans mon rapport au corps. Mais pour moi, c'est pas un pas de côté, tu vois, par exemple, l'amour ou le souffle. Tout ça est ultra connecté. Ouais. Justement, pour être en santé, on a besoin d'avoir de la santé physique, de la santé mentale, de la santé sociale et de la santé qui est liée, où on appelle ça le spirituel, où on appelle ça le sens. Quand il manque un de ces aspects-là, on n'est pas pleinement en santé. La santé, c'est vraiment la liberté. Donc, quand on se sent libre dans tous les plans, parce qu'on n'a pas d'entrave réelle, profonde qui nous bloque, là, on peut se dire qu'on est dans l'épanouissement, dans la pleine santé. Elle est financière aussi. Je ne l'ai pas cité là, mais beaucoup. Je parle de cette notion-là. Ça fait partie de la santé aussi, d'avoir ce rapport au financier qui soit sain. Ouais. Tu dis d'ailleurs, la santé est synonyme de liberté. Ouais. Pour moi, le meilleur indicateur, c'est la liberté. Quand on se demande si on est en santé, c'est est-ce qu'on se sent libre ? On est en santé physique quand on est libre de faire les mouvements, les actions qu'on veut faire. Quand on a 95 ans et que, on peut moins bien marcher, mais finalement, ça n'entrave pas notre liberté parce qu'on n'en est plus là. C'est plus nécessairement ce dont on a envie. On se sent en santé à partir du moment où on n'a pas l'impression de perdre de sa liberté. J'aime bien aussi cette phrase qui est « La liberté, c'est de choisir avant de ne plus avoir le choix. » Ce qui veut dire que, en effet, parfois, on a du mal à prendre des décisions. Et finalement, si on ne les prend pas, ces décisions, on va se retrouver à plus avoir le choix. Ça me fait beaucoup rire parce qu'encore une fois, des fois j'ai l'impression que les interviews ne tombent clairement pas par hasard quand je les choisis, les thématiques. Et dis-toi qu'il y a un an pile, j'avais un petit problème à une dent, ce qui peut arriver à n'importe qui, une petite sensibilité. Je vais voir le dentiste, évidemment, et puis il me parle qu'il faudrait faire un onlay ou un truc comme ça. Je connais pas trop inlay. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec mes dents, donc c'est un peu nouveau, mais il me sort une facture à 700 balles. Je me dis, c'est une sensibilité. Il me dit, utilisez tel dentifrice, ça ira mieux. Moi, je dis, on verra ça plus tard. Donc, je ne fais rien. Le corps avait commencé à parler l'année dernière. En décembre, je coupe tout, donc podcast, mon boulot télé, je pars en Bretagne en vacances pour les vacances de Noël. J'arrive en Bretagne, le premier jour, une pneumonie. Je suis bloqué pendant 2 semaines. Je reprends le boulot. Ma dent commence à me gêner de plus en plus. Je me retrouve en mois d'avril avec une douleur où là, ça touche le nerf. Urgence. On doit dévitaliser la dent. En urgence. Moi, je me tapais la tête contre les murs. En plus, pendant une conférence que je faisais, c'était juste pas le bon moment, etc., etc. Je pars au Brésil 1 mois plus tard. J'ai dévitalisé la dent, mais du coup, quand il veut me la reconstruire, je dis non, mais je pars au Brésil dans 2 jours. Je vous fais un petit truc pour tenir le mois du Brésil, mais vous revenez après le Brésil. Oui, je reviens. Je pars au Brésil. Je fais un blackout au concert de Lady Gaga de 7 heures. Ensuite, j'ai une infection au pied qui me bloque pendant 48 heures. Ensuite, j'ai une infection bactérienne sévère au niveau du torse qui me bloque pendant 3 jours avec 42 fièvres, où je suis répatrié en urgence à Rio. Et je termine par une intoxication alimentaire où, pareil, je suis cloué au lit. Je rentre à Paris, je règle pas ma dent, parce que j'ai la tête ailleurs et que le Brésil m'a crevé. Donc je repars en Bretagne. Et en fait, je commence à me dire, j'ai des douleurs au crâne. La semaine dernière, je vais chez le médecin. Il me dit, vous avez un souci à votre dent ? Je dis, possible, il faut que j'aille voir le dentiste. Et là, il me dit, en fait, il me fait réaliser, parce que mon corps ne me l'exprimait même plus. Il me dit, vous avez une infection au niveau des oreilles. Vous n'êtes pas fatigué ? Si, je suis explosé en ce moment. Il dit, mais vous avez une infection. Là, il faut que je vous mette en antibio, il faut aller voir le dentiste. Et j'étais voir le dentiste qui a dit, si vous aviez réglé ça l'année dernière, il y a plein de choses qui ne nous seraient pas arrivées. Excuse-moi, je suis un peu long dans mon anecdote, mais je la trouve assez forte de sens quand on ne s'écoute pas et qu'on ne règle pas les problèmes et que quelque part, on ne prend pas la responsabilité de ce que nous envoie notre corps. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Je pense que ton exemple parle de lui-même. Je n'ai rien à dire. Et en effet, tout est connecté. Parce que quand on a une dysfonction dans le corps, eh bien, c'est tout le système qui se dérègle. C'est ça, la côté
le côté systémique, moi, qui m'a beaucoup intéressée dans la compréhension. Donc on le voit, c'est vraiment l'effet domino. Et ça revient exactement à cette notion de la liberté, c'est de choisir avant de ne plus avoir le choix. Ouais. Et maintenant, moi, c'est devenu une phrase assez moto. Tu vois, quand j'ai l'impression que choisir, c'est renoncer. Non, choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est décider. Et quand tu décides, finalement, tu es droit, tu avances. Et c'est de ne pas se laisser prendre par des tas de... Et j'étais un peu comme toi, tu vois. Alors après, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas au moins de petits bobos qu'il faut réagir. C'est-à-dire que le corps, il a des déséquilibres et puis il se rééquilibre aussi de lui-même. Donc si on est dans la notion de « je prends tout en charge dès que », mais là, quand on a des signaux forts comme... voilà, ta dent où finalement, il n'y avait pas d'autre solution que de faire ça si tu voulais pérenniser... Ouais. Et de savoir dire, et c'est aussi la notion de douleur dans le sens de coût, tu vois, parce que tu t'es dit c'est 700 €, donc là douleur, waouh. Donc dans ton cerveau, la gestion du conflit interne, c'était non, mais bon, non, ça attendra, hein, c'est pas pressé, puis on n'est pas sûr que ce soit pas un escroc, ce dentiste, après tout, hein. Mais oui, mais t'en parles dans ton livre, des biais qu'on peut avoir vis-à-vis des médecins, et quand j'ai lu ce passage-là dans ton livre, je me suis dit mais c'est exactement ça. J'ai eu cette espèce de croyance, ouais, il me vend un truc. J'étais dans un truc assez luxueux, j'étais bon, c'est cher, hein, 700 € pour un inlay, je pense quand même. Mais en tout cas, t'aurais pu en trouver un peut-être moins cher et faire le job, ouais. Tu dis une phrase qui m'a parlé aussi au début de ton livre, c'est quand nos sociétés cesseront de valoriser la survie, nous reviendrons à la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le monde dans lequel on vit, il appelle à la survie, c'est-à-dire qu'on va aller valoriser des comportements qui sont en réalité des comportements de survie. Donc, qui font de nous un peu des guerriers. Le fait, déjà, d'avoir peu de repos, que le repos soit mal vu comme étant de la fainéantise. Les choses évoluent légèrement, mais aujourd'hui, on a une société qui est vraiment pas designée pour nos corps, ni pour notre bien-être, mais simplement pour une espèce de productivité qui n'a même pas de réel sens, parce que quand on voit que quand on change les curseurs, justement, la productivité s'améliore. Il y a une dictature de la survie au sens d'être fort, de résister. On parle beaucoup de résilience. Et la résilience, c'est un concept qui a un peu été détourné, à mon sens. C'est-à-dire qu'initialement, le principe physique de la résilience, c'est de tester non pas la solidité, mais la souplesse. Donc le fait qu'on puisse absorber et revenir à l'état initial. C'est ça la résilience, c'est revenir à l'état initial. Sauf que nous, la résilience dans nos sociétés, c'est casser et se reconstruire. Donc on pousse trop loin, c'est on charge, on prend, et à un moment, ça pète. C'est pour ça qu'on a les épidémies de burn-out, c'est pour ça qu'on a une multitude de maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est le corps qui s'auto-attaque. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment, le corps sache plus faire la différence entre ce qui était lui, ce qui était bon et ce qui était l'ennemi? Mais c'est à force de pousser les curseurs. Et puis, on s'associe aussi... c'est un peu une association de malfaiteurs, tu vois, parce que quand tu évolues dans une entreprise, par exemple, et qu'on va avoir un management qui va pas être fait sur des bases saines, bah, tu vas t'associer d'une certaine façon pour assurer ta survie. Et quand tu commences à t'associer à ce qui est malsain, bah, le toxique pénètre absolument partout. C'est exactement la notion du cancer, tu vois. Moi, j'aime ramener les choses au corps. Le cancer sont des cellules cancéreuses qui, à un moment, s'associent à des cellules saines. Ouais. S'il n'y a pas les cellules saines qui disent « d'accord », il n'y a pas de tumeur. Et notre monde de survie, il est en effet dans le manque de temps, la peur, parce que quand on vit dans la peur, on vit dans la survie, c'est une réaction du système nerveux. L'explosion des familles, je crois qu'on a perdu quelque chose sur la sécurité qu'on a dans la famille et dans les liens. Alors après, évidemment, quand on l'a pas eu dans la famille et dans les liens, c'est très compliqué de la retrouver ailleurs dans le monde. C'est très compliqué de créer un couple qui est censé être un cocon et un lieu de bien-être qui nous fait grandir aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, des disputes. Et donc, comme on n'a aucune zone de sécurité, aujourd'hui, on est dans un monde qui va aller vers le confort, qui survit et qui croit que la réponse à la survie, c'est le confort. Ouais. Et en fait, le confort, de chercher le confort, ça laisse la place aux dictatures. Parce que quand les gens veulent le confort, finalement, ils sont prêts à, tu vois, courber les chines. Et c'est pas le confort qu'on devrait chercher, c'est la sécurité. Rétablir la sécurité.
quand on se rencontre tous les deux, tu vois, qui est une espèce déjà de sécurité. Tu me parles à cœur ouvert de ce qui est arrivé. Il y a pas de notion de défiance, de tiens, qui sait, qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi et qu'est-ce qu'il pense. Et ça, dans notre monde, de plus en plus. Il y a cette ce temps pour se mettre en lien, et les gens sont tellement aussi déconnectés que le lien, il est très, très difficile, parce que le lien à soi aussi l'est. Ouais, mais dans ce que tu donnes comme exemple, je sais qu'il y a un moment, tu as une conversation, pareil, que tu mets dans ton livre, c'est, alors j'ai mis un résumé, mais c'est, moi, je croule sous le travail, corps, j'envoie une dépression, en réaction. J'ai trouvé fascinant de voir à quel point, finalement, on allait se créer un environnement qui allait, comme tu viens de dire, en fait, créer finalement des problématiques liées au corps. Comment on trouve la justesse ? Parce que finalement, on voit quand c'est détraqué. À la limite, quand je pars en Bretagne et que j'ai une pneumonie qui me tombe dessus, dès que je pose le pied en Bretagne, en plus, soit dit en passant, mon podcast ne se publiait plus sur Apple Podcast. Il y avait un bug. Ah ouais. Apple Podcast disait qu'il n'y avait aucun problème. Hein. Mais il y avait un bug. Et mon fichier, j'avais un dossier de bilan de l'année introuvable. Dans un Mac, hein, normalement, et aucune raison que je ne trouve pas. Tout s'est remis à fonctionner après la pneumonie. Donc, avant d'en arriver à se retrouver face à des murs, comment on fait pour trouver la justesse ? Ça me fait penser à ce que tu dis. Moi, j'ai eu mon Mac qui s'est arrêté pendant 6 mois. Ok. Et c'était exactement une période où il fallait que je me mette à l'arrêt. Donc l'écran ne s'allumait plus, il marchait toujours, tu vois, mais l'écran ne s'allumait plus. Il y avait un côté qui disait... Et il s'est rallumé. Un jour, au bout de 6 mois, qui correspondait vraisemblablement au temps que j'avais besoin pour guérir. Et t'as compris, t'as fait un arrêt, toi, du coup, à ce moment-là ? Oui, j'ai un peu... J'ai été contrainte aussi à arrêter. Donc il y a un moment où justement, nous n'avons plus de choix, donc on arrête. Mais pour revenir à ce que tu disais, alors juste sur l'exemple que tu prends, sur « j'écroule sous le boulot », le corps envoie la dépression. Ça, c'est intéressant juste sur la mécanique. C'est-à-dire qu'en effet, le corps, il ne comprend pas. Il n'a pas la bonne réponse. La dépression, à quoi ça sert pour le corps ? C'est, il y a trop, donc j'arrête. Alors qu'en fait, nous, on se dit, non, au contraire, j'ai besoin d'énergie. Et la dépression, elle va aussi être liée à l'inflammation. Donc parfois, on se dit, j'ai de la dépression, il faut calmer, il faut bouger. En fait, il faut faire diminuer l'inflammation, parce que ce qui a déclenché la dépression n'est pas réellement le besoin d'arrêt du corps. Enfin bon, ça après, c'est plus dans la compréhension de la mécanique du corps. Retrouver l'harmonie, c'est être dans l'équilibre suffisamment stable pour absorber les déséquilibres. Et que justement, il n'y ait pas le crash, il n'y ait pas la chute, il n'y ait pas le « je suis cloué au lit pendant tout se dérègle, tout pète ». Et ça, en fait, c'est nourrir tous les aspects. Moi, j'ai vraiment une notion d'équilibre à 360 degrés. Il y a des moments où peut-être on va faire moins attention à son couple parce que c'est une période où il y a beaucoup de boulot. Il y a des moments où on va être moins disposé à faire de l'exercice physique. Mais en fait, non. Parce que si on bosse comme des dingues et que pendant 1 mois, on n'a pas eu le temps d'aller faire du sport et qu'on lâche notre équilibre, c'est là qu'on fait des dégâts. Et encore une fois, c'est aussi cette notion de sécurité. Notre corps, si pendant un moment on ne fait plus du tout ce qui était bon pour lui, ça l'insécurise. Il se dit, mais quand est-ce que ça revient là Ouais. Donc il y a une notion de discipline, je pense, attachée à l'harmonie, et que j'appellerais la blisscipline. C'est un terme d'un pasteur américain. Donc bliss, c'est la félicité. Et en fait, la blisscipline, c'est quand ça te coûte plus de le faire. Tu vois, la discipline, tu te dis, il y a un côté un peu, bon, allez, je fais parce que j'ai décidé de le faire. Et quand le mécanisme est mis en place et que tu y prends du plaisir, ça devient, blisscipline. Et les personnes blissciplinées, je trouve, sont des personnes qui vraiment ont une grande harmonie. Et l'indicateur, c'est le temps. C'est-à-dire ? Pour moi, on est en harmonie quand on a du temps. Si tu disposes de ton temps, souvent, tu arrives à l'harmonie. Ok.
Ça veut pas dire de ne rien avoir à faire et au contraire d'avoir tout le temps du monde, mais tu choisis en fait ce que tu fais de ton temps. Là où tu mets ton intention, quelque part, où tu diriges ton intention pour aller vers ta boussole saine et pas se retrouver un peu perdu. Quand tu parles de ça, cette journée aujourd'hui est particulièrement... je suis bloqué dans mon temps. Depuis ce matin, ça s'enchaîne. Oui, mais si tu l'acceptes, tu vois, le temps, il n'existe pas. Hein. Le temps est élastique, ouais. tu manages un peu comme tu veux. Et si tu te dis, moi, ça a été un de mes grands motos à un moment où souvent je fais beaucoup de choses, et c'est des choses à haut niveau de stress. Après, je suis constituée comme ça. Il ne faut pas renier qui on est non plus. Moi, si tu me mettais à la campagne en permanence avec une vie tranquille, mais je deviendrais dingue, c'est pas moi. Ouais. J'ai besoin des accélérations de particules. Et en revanche, il faut qu'elles restent dans une énergie, une polarité positive et qu'elles n'amènent pas une polarité négative. Donc, je disais ça sur le temps au début. Pourquoi ? Par rapport à toi et à toute la multiplicité de tes projets, parce que c'est un peu une question qu'on peut se poser aussi. Tu dis qu'il faut savoir où allouer son temps, mais quand on voit justement la pluralité que tu as dans ta vie, on pourrait imaginer que où trouves-tu tout ce temps de créer tous ces projets ? Voilà, justement, mon motto, c'était ça que je disais, c'était de me dire, j'ai tout le temps qu'il me faut pour faire ce que j'ai à faire. Et quand j'avais un coup de stress, je me disais ça. Et en fait, tu t'aperçois que vraiment, il est élastique ce temps. Et si tu te dis que c'est bon, tu ne cours plus après le temps, tu deviens maître du temps, d'une certaine façon. Et tout rentre, tout va rentrer. Plus tu vas être à cultiver ton mode survie, ton anxiété, plus finalement tu vas fatiguer le corps, la concentration va être moins bonne, donc tu vas être moins efficace. Alors que si tu te fais une maîtrise de ce temps, et puis après tu choisis aussi, tu vas dire non à certaines choses en disant là, c'est pas que ça va pas rentrer, c'est que ça va me mettre trop en déséquilibre et que tout va être déséquilibré. L'harmonie, c'est vraiment ça. Je pense à... Bon, alors les gens sont au courant que j'ai souvent des exemples personnels, mais j'ai encore un exemple ultra précis. Hier, j'ai un date qui me propose d'aller voir une émission genre avec Vita, Oshi, sur un télécrochet. Il me dit c'est à 18h. Et il y a un côté où laisse la vie t'apporter la nouveauté. Habituellement, ce serait non, j'ai pas le temps. Ok, va à ce truc avec cet inconnu. Je me dis c'est un télécrochet, je suis passionné de musique, on y va. J'arrive à 18h, je me retrouve donc à faire la queue, lui il arrive un petit peu en retard, on se retrouve, on se connaît pas. Et en fait là il me dit oui, ça finit à 23h. Mais moi, j'avais pas du tout prévu que ça finisse à 23. Enfin, j'avais des choses à faire le soir. On se voit ce matin. Je voulais terminer ton livre. J'avais un épisode de podcast à mettre en ligne. Enfin, j'avais une soirée. Et puis, au-delà de ça, de me coucher tôt pour être en forme, le 23h j'avais pas du tout prévu. Et là, je me suis retrouvé un peu coupé de mon temps. Et du coup, dans la file d'attente, parce qu'on a attendu de 18h à 20h, dans ma tête, il y avait cette voix. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu te respectes ? Est-ce que tu as vraiment un intérêt d'être là, en fait, à faire une émission de télé? Je bosse en télé, j'ai mon propre podcast. Enfin, moi, faire une émission de télé, je pensais que c'était un télécrochet un peu intimiste. J'en ai fait un jour à Radio France, c'était mignon, ça dure 2 heures, c'est cool. Et voilà, et c'était un date original. Là, ça devenait 18h, 23h, avec quelqu'un que je ne connais pas, dans quelque chose où je me sens pas à l'aise. Et c'est comment on fait quand, en fait, on pense avoir dit oui à l'ouverture à la vie, et qu'on se dit non, mais c'est pas du tout ça que j'aurais dû faire. Et trouver la justesse entre l'équilibre entre le juste oui et le juste non. En général, je trouve que notre corps, il nous répond bien là-dessus. Tu vois, moi, quand j'ai des questions existentielles en me disant c'est la bonne voie ou pas, je teste les hypothèses dans mon corps. Donc, je me projette. Tu vois, là, je me serais vue dans la soirée. Donc, je fais cette projection-là et je vois ce qui se passe dans mon corps. Comment ça réagit, s'il y a des endroits où ça bloque, où ça fait mal, où je sens ma respiration un peu coupée. J'émets une autre hypothèse, où je me vois chez moi, comme toi, à terminer le bouquin, à boire ta tisane. Et je teste dans mon corps. Ah, là, si je sens que j'ai des frissons, enfin moi j'ai beaucoup de réactivité avec les frissons quand je sens que c'est le juste, justement. Ouais. Et puis je teste une troisième hypothèse, comme ça on n'a pas juste deux options, et qui peut être une hypothèse à mi-chemin. Et le corps, il a toujours la réponse juste. Tu t'aperçois que vraiment, quand tu te connectes à ce qu'il te dit lui, tu suis, parce que c'est tellement évident,
ce qui va t'envoyer comme réponse et de sortir un peu de notre mental. Parce que justement, comme tu dis, tu te trouves face à ça, tu dis oui, bon, allez, je dis oui à la vie, j'écoute ce qui se passe et tout, voilà. Et sur le fond, t'as raison, mais en fait, on est dans le mental, là. Ouais. Et Totalement. Et pour s'en sortir, on a besoin de reconnecter. Alors après, moi, je fais aussi, j'ai un pendule dans mon sac, parfois je vais l'utiliser, ou tu vois, ou tirer une petite carte, ou me brancher sur quelque chose. J'ouvre un bouquin, je lis le truc, ah bah voilà, ok, c'est ça. Et je cherche de l'inspiration en dehors de moi-même. Je cherche de l'inspiration quand j'ai besoin de trouver la voie de l'harmonie. Et je me laisse guider par ça. Ouais, écoute, la prochaine fois, j'essaierai. Je t'enverrai un message. Voilà. Ouais. Si le corps a été clair là-dedans. À un moment donné, tu parles des addictions et tu expliques si vous fuyez quelque chose, vous êtes addict. Forcément, il y a quelque chose comme ça qui est une sorte de mantra. Si on fuit quelque chose, on est addict à cette chose. La fuite dans le sens ne plus sentir. Ouais. C'est pas... Il y a de la fuite mentale, il y a de la fuite qui va être physique. L'addiction, en réalité, c'est une insécurité du corps qui n'a pas été prise en charge. Donc le corps, à un moment, il se sent pas bien. Et donc pour ne plus avoir à gérer cette sensation, on va fuir. Ça va être, je vais faire du sport à outrance. Je vais boire de l'alcool, je vais consommer des stupéfiants, je vais fumer une clope, je vais faire des achats, parce que ça, là, ce qui se passe là, j'arrive pas à y faire face. Et souvent, quand on n'a pas accueilli le moment où bascule le système d'addiction, dans le cerveau, l'addiction, elle est liée au système de récompense. Mais il y a 2 circuits dans le système de récompense. Tu as un circuit long, qui fait que tu prends tes décisions en conscience, et il y a un circuit court, qui est du soulagement, en fait, de la satisfaction immédiate. Et la fuite, elle est liée au soulagement. Et parfois, la fuite, elle intervient avec des choses très bien. J'ai vu que tu avais reçu... Suzanne Oubari qui fait du breathwork. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, j'en ai fait aussi beaucoup. On a appris avec la même personne aux États-Unis, Paul Crimi. Et dans le breathwork, il y a beaucoup de gens qui fuient. Parce qu'en effet, quand tu fais une petite session, t'es tellement bien. Mais si c'est trop régulier et que tu as besoin de ça, en fait, pour être tellement bien, on n'est plus dans la connexion. On est dans la déconnexion. Alors que petit à petit, cette notion d'harmonie et d'équilibre, justement, elle est là d'être. Et de temps en temps, on a besoin d'aller faire un grand nettoyage, mais de se demander pourquoi on fait les choses. Est-ce que si je le faisais pas, je me sentirais mal? Ou est-ce que je le fais pour me sentir bien? Ce qui est différent. Tu vois, le sport, c'est pareil. Le sport est une addiction. Si tu commences à ne plus te sentir bien, si tu l'as pas. Alors que si tu le pratiques, alors que tu sais que tu te sens bien, la démarche, elle n'est pas du tout la même. Et on a besoin aussi d'être moins ayatollah, d'avoir cette espèce d'injonction, parce que ça devient compliqué de savoir ce qu'il faut manger, quand, quel exercice faire. On se met vraiment la rate au courbouillon aussi en ce moment. Donc, l'harmonie, elle est aussi dans la souplesse, tu vois. Et je pense que c'est bien d'avoir une conduite de vie, c'est bien d'avoir des valeurs, mais on s'auto-flagelle beaucoup. Et l'auto-flagellation, elle est aussi hyper négative. Et dans les addictions, c'est souvent ce qui se passe. C'est qu'on se double punit. C'est qu'à la fois, tu cèdes à ton addiction, et ensuite, tu culpabilises, auto-flagellation. Donc, tu te mets en intraveineuse une espèce de stress et de mal-être parce que t'es pas fier de toi. Et ça, c'est beaucoup de la culture de la culpabilité. Je m'aperçois que les addictions, elles sont très souvent liées à un sentiment de culpabilité qui n'a pas été traité, donc on continue à revivre. Et quand j'avais compris le côté particulier des addictions, c'est parce qu'une fois, j'avais discuté avec une de mes amies qui était alcoolique. Elle me dit, tu sais, quand je bois, quand je me sens bien. Et je me suis dit, hein? Mais ça me semblait insensé de pas boire quand tu te sens mal, tu vois, pour oublier. Moi, j'avais cette notion de... Eh bien, elle était tellement addicte à la culpabilité que quand tout allait bien, elle avait besoin de détruire ce tout va bien. Ouais. Donc, cette notion-là, elle est hyper intéressante à... Qu'est-ce qui est... Je n'arrive pas à gérer un petit coup de moins bien. Il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fuite. Tu as eu des addictions que tu as dû gérer?
Au travail, je pense. Ouais. Donc j'étais vraiment très workaholic. Après, moi, je suis une grande volontaire, donc j'ai des excès, mais je suis pas attachée à des substances ou donc je dirais c'était plutôt le travail en fait, le travail parce que le besoin d'exister par la reconnaissance et le travail. Si je faisais rien, tu vois, j'étais pas qui j'étais moi fondamentalement, mais c'est parce que je faisais que j'étais. Donc j'avais une espèce d'addiction au travail. Ouais. Qui est passé? Ouais, ça va beaucoup mieux. En levant le pied, justement, en faisant attention à ces écrans qui ne marchent plus pendant 6 mois. En nourrissant d'autres aspects de ma vie. Donc déjà, je peux aussi utiliser l'art. Je mets beaucoup de cœur et d'intention dans mon couple, dans ma vie de famille, dans le temps passé avec mes enfants. Donc aujourd'hui, et mon couple, je faisais pas ça avant. J'avais pas cet espace qui était... Parce que j'ai aussi eu des couples qui étaient liés à mon travail, où on était dans des univers similaires. Et l'homme avec qui je partage ma vie, il n'est pas du tout dans mon univers. Donc, quand on est ensemble, on a cette bulle-là, et donc tu la nourris autrement. Tu vois, c'est vraiment décorrélé du travail. Et ça m'a beaucoup enrichi. Tu penses que ça vient avec le temps, ça justement, que c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu avoir à 20 ans, ou que c'est prendre conscience des choses qui permettent du coup de trouver cette justesse, ou qu'il a fallu que tu expérimentes pour trouver ta propre justesse? Je pense que ce à travers quoi je suis passée était essentiel pour aujourd'hui, tu vois, pouvoir discuter, écrire des bouquins. Oui, tu comprends pas, l'expérience, elle est indispensable. Si tu passes pas à travers le processus, de quoi vas-tu parler? En fait, pour avoir des trucs à raconter, il faut avoir plein d'emmerdes. Et il faut avoir des difficultés. Je me souviens, j'avais discuté avec une spécialiste de la parentalité et on évoquait un sujet difficile. Et elle me disait, en fait, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes enfants. Je vivais avec mon mari, on avait une famille soudée. Ouais, mais du coup, il y a plein de choses qu'on soupçonne pas, qu'on n'imagine pas, tant que tu es pas passé à travers, mais tu te rends pas compte des complexités. Pour moi, de rentrer en compassion, tu vois, c'est un mélange de l'empathie. Donc l'empathie, c'est vraiment quand tu arrives à recevoir ce que l'autre a vécu, donc te mettre à sa place. Et la compassion, tu vis pas ce qu'il a vécu, mais tu te mets à côté de lui. Mais en même temps, tu arrives à avoir ce lien et à projeter. Et pour avoir de la compassion, c'est important d'avoir une bibliothèque émotionnelle, une bibliothèque d'expérience assez importante, parce que tu peux aller puiser sous divers aspects et pas toujours être à travers ton prisme. Parce que l'expérience, c'est pas que la tienne. Tu vas t'enrichir aussi de celle des autres. Tu vas t'ouvrir à discuter avec d'autres personnes qui voient pas du tout le monde comme toi. Et quand tu as cette ouverture-là, c'est beaucoup plus facile, tu vois, déjà de bouger et d'évoluer. Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a une vraie notion d'évolution, tu vois. Il y a pas des étapes, mais un endroit t'amène à un autre endroit. Donc, je pense pas qu'à 20 ans. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours beaucoup écrit, tu vois. Et quand je relis ce que j'écrivais avant, j'avais tout compris, mais j'avais pas encore le layer du dessous. Tu vois, je suis en accord avec ce que mais maintenant, je vois. C'est vraiment ça la notion de maturité. C'est quand il y a plus de profondeur dans un sujet. Au début, tu découvres quelque chose et puis plus tu creuses, plus tu vois qu'il y a du fond et que justement c'est complexe et tu deviens moins radical, tu as moins une certitude sur les choses. Tout prend plus de nuances. C'est comme si avant tu étais en 2D puis tu passes en 3D. Je trouve d'ailleurs est un peu la complexité de la vie, c'est de passer ce moment où on a l'impression de tout savoir à certains moments, de certaines convictions, et de réaliser en vieillissant, en tout cas c'est de mon cas personnel, que en fait je ne sais rien. Et que la vie sera... En fait que je ne sais rien aujourd'hui, que je ne savais rien il y a 10 ans, mais du coup, dans 10 ans, qu'est-ce que je vais apprendre encore en fait finalement durant ces années-là? Il y a un moment où c'est te dire... apprendre c'est merveilleux, mais c'est aussi... Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Tu vois, et cette notion de choix, de décider, qui est une grande liberté. Ouais. Et tu empruntes un chemin et tu fais la paix aussi. Moi, je trouve que quand on avance, on fait la paix
avec le chemin qu'on emprunte, parce qu'on voit quels étaient nos biais inconscients et qui nous amenaient vers des voies qui étaient peut-être des voies de fracassement. Mais tant qu'on l'a pas vécu, tu vois, en fait, on peut pas décider à la place des autres. Parfois, tu vois que les gens vont dans le mur. Tu leur dis, non, ça connecte pas. Bon, bah, là, tu peux juste être là et tu ramasseras les débris avec eux. Tu leur lâches pas la main, mais... Même quand tu dis ça aussi, c'est un peu la question du sens. Toi, tu en parles beaucoup dans le livre « Le corps gardien du sens ». Le corps de chacun porte le sens ou le non-sens de la société. Mais en tout cas, le sens que l'on donne, et quelque part, c'est que si on est déconnecté de notre propre sens, notre corps, il balbutie. Bah oui, complètement. Parce qu'en fait, plus rien n'a de sens. Tu vois, là, dans le corps, on se dit, mais je comprends pas, je mange des graines, je fais du sport et j'ai un cancer. Donc plus rien n'a de sens. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on tombe de malade de plus en plus jeune, qu'il y a tous ces burn-out, que on a perdu du sens. Notre corps, il nous le dit, là, waouh ! Et les gars, réveillez-vous. Mais c'était mieux avant, tu penses ? Quand je t'entends dire ça, parce que c'est une réalité, c'est vrai que, c'est une réalité, j'ai le sentiment, en tout cas dans mon entourage, ce que tu dis, je le vois, mais tu penses que c'était mieux avant ? Non, je pense pas que c'était mieux avant. Je pense qu'en plus, c'était pas... Il n'y a pas de avant, tu vois, parce que il y a toujours eu des maladies qu'on identifie peut-être moins. Aujourd'hui, on a beaucoup de faculté de détecter des choses. Donc, tu vois, si, par exemple, pour prendre l'exemple du cancer, on va avoir 70% des hommes de plus de 70 ans qui ont un cancer de la prostate. Parce que c'est presque inhérent au vieillissement. Ouais. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on se dit, à partir d'un certain âge, il vaut peut-être mieux pas détecter et il vaut peut-être mieux rien faire. Donc, le fait d'identifier les maladies, c'est pas tellement de ça dont je parle, c'est cette notion, il y a énormément de maladies d'inadéquation. Les maladies d'inadéquation, c'est vraiment des maladies qui sont des maladies de l'évolution. Donc, tu vois, par exemple, les pieds plats, c'est une maladie d'inadéquation parce qu'on s'est mis à porter des chaussures. Les maladies d'inadéquation, c'est l'endométriose, ça n'existait pas. Donc, on a eu des changements hormonaux. Le corps de la femme, initialement, quand on remonte vraiment à nos ancêtres préhistoriques, il était fait pour avoir 12 épisodes de règles par vie. Parce que les femmes, une fois qu'elles étaient réglées, elles tombaient enceintes, et ou elles mouraient, ou elles étaient ménopausées. Donc elles avaient très peu de sessions de règles. Aujourd'hui, on a entre 350 et 450 épisodes de règles par vie. Ce qui veut dire quoi ? Qu'à chaque fois, il y a une décharge hormonale, des œstrogènes en quantité. Et par exemple, on voit qu'il y a plein de maladies qui sont liées à cette démultiplication d'œstrogènes, qui répondent aux œstrogènes. Donc, c'est parce qu'on a aussi pris la pilule, qu'on a changé nos modes de vie. Donc, on demande à nos corps de s'adapter à des choses. Tu vois, sur le sommeil, c'est quand même incroyable. On ne vit pas du tout un rythme logique de sommeil pour nos corps. Par exemple, d'envoyer les ados au lycée à 8h du mat', c'est une hérésie d'un point de vue biologique. Ils ne sont pas faits pour être réveillés tôt. Pourquoi ? Parce que c'est un âge où justement les cycles de sommeil vont évoluer. Ils ont besoin de se coucher plus tard. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on suppute que peut-être que c'est pour se détacher de leurs parents. Parce qu'avant, quand on vivait tous dans la même pièce, on n'avait pas de temps seul, tu vois. Donc peut-être que le cerveau de l'ado, à un moment, il veille plus tard que celui du parent pour avoir un moment à lui pour se construire dans son éthique, dans son... Et donc, comme ils s'endorment plus tard, eh ben, ils ont besoin de se réveiller aussi plus tard parce qu'ils ont besoin d'une amplitude de sommeil qui soit assez large pour pouvoir récupérer, être opérationnel et pas complètement abruti en classe. À l'école, c'est pareil, c'est pas du tout adapté au corps. On nous demande de nous asseoir. On a besoin de bouger. Nos corps, ils apprennent dans le mouvement. Ils apprennent par la sensation, par le mouvement. Pas ce truc de « Allez, je t'envoie des informations dans le... » Mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est pas c'était mieux avant, c'est le monde moderne dans lequel on vit, le fait de vivre dans des villes, la lumière. Tu vois, c'est hyper intéressant. On voit pas la lumière du jour. Donc, tu es dans des bureaux, tu bosses à la lumière artificielle, et aujourd'hui, on a une épidémie de myopie mondiale. Les gamins deviennent myopes de plus en plus tôt parce qu'ils n'ont pas suffisamment de contact avec la lumière. On ne vit plus dehors. Et il n'y a pas que le fait de vivre dehors, c'est d'avoir de l'horizon. Posez-vous la question, si vous vivez en ville, de savoir
quel horizon vous avez? Est-ce que vous pouvez vraiment voir loin? Et si votre œil il peut pas voir loin, il y a des choses où il fait pas le boulot en fait d'ajuster. Donc c'est dans ce sens-là, tu vois, c'est pas de dire ah bah oui mais autant de non. Mais en revanche, je pense que ce qui était peut-être entre guillemets un peu mieux avant, c'est que il y avait aussi moins de pression. Aujourd'hui, il y a énormément de pression et il y avait moins de saloperies. Tu as parlé du téléphone. Alors le téléphone c'est une grosse saloperie, certes. Et en plus, le téléphone, vraiment, ça nous change physiologiquement. C'est-à-dire que la lumière bleue, ça crée du glucose. Donc, ça nous met comme du sucre dans le sang. Donc, ça va vraiment... Dans quelques années, on va voir, je pense, des changements physiologiques qui vont créer des maladies d'inadéquation qui vont être dues à l'utilisation du téléphone. On parle déjà des postures. Donc, comme on est comme ça, là, donc il y a la textonite. Ouais. Donc, c'est les entorses du texto, du pouce. Et on va avoir les mains plus crochues apparemment et les coups donc et tout ça crée des dérèglements évidemment. C'est effrayant. Mais je pensais pas nécessairement au téléphone, je pensais plutôt à ce qu'on mange. Oui, c'est effrayant aussi. Tous ces trucs aux États-Unis on appelle ça processed food, donc toute la nourriture industrielle. C'est terrible, mais c'est du poison vraiment. Et la problématique aussi, c'est que on peut manger des légumes où il y a plus rien dedans. Quand on compare, alors là, c'est pour ça que je te dis, ça c'était mieux avant, quand tu compares ce qu'il y avait comme vitamines, comme dans des fruits et des légumes. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des circuits courts. Quand vous mangez des légumes, faites en sorte qu'ils viennent d'être coupés. Parce qu'en plus, on bénéficie du mini-stress du légume qui s'appelle l'hormèse. Ouais. Et quand on absorbe des choses fraîchement coupées, pour votre corps, en fait, ça va le renforcer, ça va aider votre métabolisme, ça va aider vos mitochondries qui vont garantir la qualité de vos cellules et le fait de vieillir aussi en meilleure forme. Mais là, en fait, tu viens de parler de pas mal de sujets et c'est vrai que ça demande à chacun de voir comment il se situe par rapport à ça. Parce que quand tu parles notamment du cycle du sommeil, c'est de connaître son chronotype. Quelque part, moi je suis quelqu'un qui me lève à 5h du matin très facilement, 6h. Par contre, le soir, je suis pas du tout du soir. Alors là, tu parlais des adolescents, mais même dans la vie en continu, c'est de voir comment on est. Le téléphone, depuis 2 semaines, il est dans la cuisine à partir de 22h. Et je compte commencer à diminuer. 21h30, 21h. Et mes soirées ne sont plus les mêmes. Plus les mêmes. C'est tout bête, ça paraît évident. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis un truc comme ça. Mais pourtant, j'avais beau le savoir, parce que c'est ça qui est fou. J'ai beau savoir que le soir, j'étais en train de scroller sur Instagram. Et je vois que je me compare, que ma santé mentale en pâtit, que j'arrive à moins dormir, alors que je suis plutôt du matin, et donc à 22h30, 23h, c'est pas le moment où je dois scroller. Bon ok, très bien. C'est Joël Dicker qui fait ça, il met son portable dans la cuisine. J'ai piqué l'astuce de Joël et du coup tous les soirs je fais ça et vraiment le soir j'ai des soirées beaucoup plus calmes depuis 2 semaines. Je lis, je médite, je ne fais rien, j'écoute de la musique méditative. Je réponds à mes envies, les envies du corps. Ça paraît évident, mais je comprends pas pourquoi on fait pas pourquoi on ne met pas des habitudes qui sont bonnes dans nos vies alors qu'on sait qu'elles sont bonnes. Elle est où la friction comme ça? C'est notre cerveau. C'est très bien étudié. Si tu veux, tout ça, on a cette espèce d'appétence. C'est la même notion que l'addiction. Et puis ce dont tu me parles aussi, moi, ça m'amène le lien. C'est-à-dire que quand tu vis pas seul, quand tu as du lien et que tu es avec l'autre, mais vraiment... Moi, par exemple, je suis jamais sur mon téléphone si je suis pas seule, si je suis avec mon compagnon. Jamais. Et donc, on a de plus en plus besoin de cette espèce de bulle de solitude, et qui n'est pas une bulle de solitude, c'est qui nous montre le monde extérieur dans des endroits où on devrait privilégier l'intériorité. Donc, quand on laisse rentrer le monde entier dans sa chambre à coucher, il y a un problème, tu vois. Ouais. Et les téléphones, c'est ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a à chaque fois cette notion de se dire, en fait, on est dans un lieu où je dois être ici et maintenant et pas sur mon téléphone. C'est encore une fois la fuite. Le nombre de personnes qui prennent leur téléphone pour se donner de la contenance et qui vont aller... J'ai un de mes amis, la dernière fois, il me disait « Oh, c'est fou, la dernière fois dans le métro, il y avait un mec, il faisait rien et mon réflexe, c'était de me dire... Il n'était pas sur son téléphone. Et mon réflexe, c'était de me dire « Il n'a pas d'amis. »
Et moi, je me dis, mais l'inverse, en fait. Tu vois, c'est... Donc maintenant, le réflexe de je ne suis pas collé à mon téléphone, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui n'est pas là, signifie que tu es seul? Bah non, en fait, parce que tu peux être ouvert à justement tout ce qui se passe là. J'ai entendu une belle phrase qui était le téléphone rapproche ceux qui sont loin et éloigne ceux qui sont proches. Et dans ceux qui sont proches, il y a nous aussi. Donc être proche de soi. Et c'est vrai que tout est fait. D'ailleurs, les grands patrons de ces maisons l'ont dit pour créer une espèce d'aliénation, pour faire en sorte que tu te rends même pas compte. Tu vois, moi, je passais des week-ends sans téléphone. Et quand je vivais aux États-Unis, je conduisais. Et un jour, j'étais dans ma voiture, à un feu, et en fait, je vois ma main, j'avais pas de téléphone, qui fait le geste pour déverrouiller mon téléphone. J'avais aucune intention dans ma tête de consulter quelque chose. Par mécanique, réflexe, mon corps, il avait enregistré le mouvement et j'aurais regardé pour ne rien voir, tu vois, par errance, parce que j'avais quelques minutes au feu. Donc tu n'es même plus en contrôle. Là, ta liberté, elle est sacrément altérée, en fait. Ouais, oui, totalement. Mais ce sont des mécaniques qui sont normales. C'est-à-dire que, encore une fois, on réagit normalement à un système qui est dysfonctionnel. Donc, faut pas non plus s'en vouloir. Après, faut en effet mettre en place ce que tu fais, c'est super. De la discipline. Voilà. Je pense que c'est une question de discipline. Exactement. Et tu as beaucoup de gens qui n'en font pas le même usage du téléphone aussi en fonction de avec qui ils sont. Donc, ouais, c'est... Et ça nous fait pas nous sentir bien. Tu parlais de la notion de comparaison. C'est un fait avéré, en fait, quand tu regardes la vie des autres, même si tu sais que vraisemblablement elle est mise sous des projecteurs avec des paillettes et que c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité, ça te renvoie un sentiment négatif. Et on vit dans un monde de sentiments négatifs. Les apps de rencontre, c'est pareil. Ouais. J'en parle, tu vois, dans mon bouquin sur l'amour. Et en fait, ça fait monter le niveau d'anxiété. Ouais. Parce que quand tu reçois pas ce que tu espérais recevoir, il n'y a rien de pire pour le cerveau. Et pour ta sensation. Donc, ça nous crée du stress. Et ça envoie des messages qui sont incompréhensibles au corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette incohérence. C'est qu'on parlait du sens. Le corps, on lui envoie des messages. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Je comprends pas. Pourquoi dans mon lit, par exemple, je vais avoir cette décharge de hyper mal-être parce que j'ai vu qu'un tel avait fait ça et que moi, je rêvais de le faire et donc... Je prends tellement conscience, en fait, quand tu parles là, de cette idée que, du coup, effectivement, c'est pas une question que c'était mieux ou pas avant. C'est tout ce que la société d'aujourd'hui amène qui est mauvais pour notre mental, qui, du coup, se répercute sur notre corps. Et donc, comment il faut peut-être voir le problème à l'envers pour revenir au corps et enlever ce que la société amène aujourd'hui amène dans notre monde qui n'est pas bon. Enfin, tu vois, ça demande une déconstruction de ce qui nous est présenté H24 et de ce qu'on est censé faire, être, ou par mimétisme, répéter nos parents. Moi, j'ai des frères et sœurs qui ont entre 8 et 14 ans. Je suis effrayé de leur rapport au téléphone. Mais je me sens tellement chanceux d'avoir vécu à l'époque du Minitel. D'avoir connu les chants, l'ennui. Après, là, on a une responsabilité sociétale. Tu vois, moi, j'ai signé un truc, un manifeste international, pas de téléphone avant 16 ans. Donc, ma fille, elle est prévenue. Je vais te dire qu'elle n'était pas contente. Mais elle s'est habituée. En fait, je lui ai prévenu que ça n'arriverait pas. Alors, elle aura peut-être un téléphone, tu sais, juste 9 touches, là, pour appeler. Mais parce que on file du poison à nos enfants. Ouais. Et en fait, on a besoin d'un consensus. Parce que quand on a des enfants et que les autres parents laissent faire, que les autres enfants ont un téléphone, c'est compliqué de tenir. Tu vois, parce que l'enfant, il va nourrir ce sentiment d'injustice. Si tous les parents se mettent d'accord, si à l'échelle de l'école, il y a un consensus que les téléphones, c'est non. C'est tellement plus facile. Il y a des sociétés où tous les parents, justement, se sont mis d'accord. J'en parle dans le livre, dans les pays du Nord. Et il n'y a plus de sujet. Donc là-dessus, on a vraiment... C'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et qui est vraiment pas dans la répression, c'est dans la préservation. Il y a une super pub en ce moment qui circule, un petit film qui a été fait. C'est un père qui rentre dans la chambre de son enfant. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Donc son enfant est sur un écran, on comprend qu'il est dans sa chambre avec un écran. Et
le père lui dit, c'est en anglais, donc je fais une traduction un peu... il lui dit, tu sais, là, dans ce placard, il y a tous les pornos et toutes les situations et les scènes sexuelles les plus choquantes du monde, mais tu me promets, tu l'ouvres pas. Il y a un type qui est assis à côté du gamin, qui a une tête de pervers, et il dit, ben lui, tu vois, c'est un scammer, donc un escroc, il va pas arrêter d'essayer de te hameçonner, mais tu lui parles pas, tu lui réponds pas. Et puis, il y a une troisième illustration, et le père ferme la porte, et on dit... Vous laissez vraiment vos enfants dans cet environnement. Et c'est vrai, c'est ça. Donc quand on y pense, c'est terrible. La dernière fois, je suis tombée sur un type sur Instagram aussi, j'ai trouvé ça hallucinant. Un jeune gars qui dénonce les prédateurs sexuels et qui rencontre des jeunes filles. Il se fait passer pour une jeune fille sur Internet et il se retrouve en ligne avec les gars. Il les affiche avec le visage en disant « Mais ça vous pose pas de problème d'avoir... Et donc, ouais, il y a des... Outre le fait de l'addiction, il y a des dangers inouïs aussi avec ces téléphones qui sont laissés entre les mains de nos enfants. Donc, on a besoin de se dire qu'est-ce qu'on veut et oser des trucs aussi. J'ai une de mes amies qui est avocate, elle a interdit les téléphones à ses enfants. Et en 6e, c'était compliqué, 5e, 4e. Et quand sa fille est passée en première, je crois, elle lui a dit « Bon, maintenant, ok ». Et sa fille lui a dit « Ben non, j'en veux plus ». Elle avait passé l'étape où on avait besoin de ça pour être comme tout le monde. Et puis maintenant, en fait, elle trouvait ça même super cool d'être la seule à pas avoir son téléphone. Ce qui ne développe pas nécessairement quelque chose de bon non plus, parce que quand on se sent trop spécial, ça nous met dans une espèce d'état parfois de supériorité aussi. Mais enfin bon, voilà, il y a des solutions, je pense, à explorer de façon collective pour le téléphone. Et je trouve que c'est important aussi de dire que ça apporte plein de choses, notamment... Je te rencontre quelque part grâce aux réseaux sociaux et aux podcasts et à tout ce qui a été développé. C'est toujours aussi remettre la balance. C'est vrai que là, on parle des problématiques parce que moi, mon podcast est quand même orienté solution face aux problèmes, mais c'est aussi, ça a aussi quelque chose de très positif. Quand on sait bien s'en servir et qu'on sait mettre les limites, comme le téléphone de la cuisine. C'est hyper pratique, j'adore le téléphone, j'ai un téléphone, je l'utilise, j'ai créé une app donc, qui est sur le téléphone, donc évidemment, c'est pas du tout ça que je signifiais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme l'intelligence artificielle, il y a des dérives et il y a plein de trucs mais géniaux grâce à l'intelligence artificielle. Ça vient juste nous appeler en tant qu'être humain à faire bon usage des choses. Ouais. Voilà, donc à avoir la maîtrise et à avoir ce qui fait notre humanité, logiquement, d'être dans une espèce de posture raisonnée, quoi. On doit être des êtres un peu sages. J'ai des petites questions-réponses rapides. Ouais. Enfin, réponse rapide. Oui, enfin, réponse rapide. Plus courte que d'habitude, j'ai compris. J'ai bien compris le message. Quelle est selon toi la plus grande trahison qu'on fait à notre corps au quotidien ? De lui faire croire des choses qu'on ne fait pas. De prendre des bonnes résolutions et de ne pas les tenir. Ah, intéressant. Quelle croyance sur la santé tu aimerais qu'on brûle une bonne fois pour toutes ? Qu'il y a des choses qui nous préservent de la maladie et d'autres qui nous assurent la santé. Si ton corps pouvait parler librement, qu'est-ce qu'il te reprocherait aujourd'hui ? D'avoir pas assez fait équipe. D'avoir pris soin de lui, mais pas assez main dans la main. Pas assez au même niveau, en fait. Ouais. Tu dis que ton corps, justement, est un partenaire. Alors, c'est un amoureux, un ami ou un coach exigeant ? Maintenant, c'est un enseignant, parfois un ami, et parfois un coach exigeant. Il bouge. Ce qui n'était pas le cas avant ? Non, je pense qu'avant, j'avais cette notion un peu du contrôle du corps. Donc, c'est un peu moi qui décidais. Moi, plutôt coach exigeant, du coup, à l'époque. Le mot que ton corps déteste entendre ? Ça va pas être possible. C'est quoi pour toi le premier signe que ton corps n'est plus d'accord ? Quand j'ai le cœur qui se serre. Ça s'exprime chez au niveau de ton cœur, toi, du coup. Tu préfères un corps libre ou un corps performant ? Un corps libre. Quand tu sens que ton mental prend le dessus, qu'est-ce que tu fais en 10 secondes pour redescendre dans ton corps ? Respiration. Évidemment. Si tu pouvais enseigner un seul rituel à l'humanité entière pour se réconcilier avec son corps, ce serait lequel ? Respiration aussi. Ok. Le jour où ton corps et ton esprit seront enfin totalement alignés, tu crois que tu ressentiras quoi ? Je vais sacrément me faire chier. Non, mais y a des moments où je les ressens déjà. Pour moi, c'est la joie. C'est hier, j'étais en train de danser dans mon salon avec mon casque.
Et là, c'est waouh. En fait, il y a tout. Ouais, je sais pas, c'est cette notion d'absolu et de joie absolue. Donc, je les vis assez régulièrement, ces moments-là. Tu parlais de respiration. Bon, forcément, t'en as fait un livre. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. L'incroyable pouvoir du souffle. Voilà. Et tu as dit, respirer par le nez, c'est manger bio. Respirer par la bouche, c'est manger McDo. Ouais. Ça ne viendrait pas à l'idée de manger par le nez. Quand on mange par le nez, en général, c'est qu'on est hospitalisé et qu'on va vraiment pas bien. Ben, respirer par la bouche, c'est à peu près la même idée. Ouais. Quand on respire par le nez, déjà, on va respirer moins vite. Et aujourd'hui, on respire beaucoup trop vite. Et le fait qu'on respire trop vite fait qu'on oxygène beaucoup moins bien le corps. En 25% de moins d'oxygène dans le corps par le fait de respirer par la bouche. Le nez, il a aussi des petits poils à l'intérieur qui ont une fonction. Le corps est bien fait. Donc, il y a un premier filtre. Donc, on s'aperçoit que d'un point de vue de l'immunité et justement de la gestion des microbes, des bactéries, ce nez-là, il va faire un filtre. Ensuite, le nez, il crée aussi un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique, qui a deux fonctions, qui est à la fois un vasodilatateur, donc qui va permettre le bon acheminement aussi de l'oxygène dans les cellules, et la bonne circulation du sang, ça va améliorer la pression artérielle. Et l'oxyde nitrique, c'est aussi un antiviral. Encore une fois, on maintient le système immunitaire de façon optimale quand on respire par le nez. Donc la bouche, en plus, ça peut jouer sur notre visage. Ouais. Et quand on a un menton fuyant, par exemple, tu sais qu'il y a ces visages, en général, c'est parce qu'on respire par la bouche. Donc la mâchoire, qui devait avoir une forme beaucoup plus proéminente vers l'avant et qui fait qu'on a de l'harmonie dans le visage, elle ne peut pas se former comme il faut. Et enfin, le dernier aspect, quand tu respires par la bouche, ta langue, elle n'est pas positionnée au bon endroit. Donc parfois, on respire par la bouche parce qu'en fait, les voies aériennes seraient bloquées. La langue va bloquer l'arrière, donc où on n'a pas assez de place dans la mâchoire, où la langue est mal éduquée. Mais quand on a la bouche ouverte, la langue qui, normalement, vient se poser au palais, envoyer un message au système nerveux, de dire qu'on est dans un état de sécurité, ça ne se fait pas. Donc ton corps, il est en permanence en hypervigilance. Et donc, il va aussi créer davantage de stress, libérer davantage de cortisol. Donc, ça va fatiguer, sur le long terme, ça va être du stress oxydatif. Donc, tu vois que toute une cascade de problématiques quand on respire pas par le nez. Mais du coup, tu vois, dans tout ce qu'on se dit là, je me dis, mais comment on arrive à trouver, encore une fois, peut-être que je me répète dans ma question, mais cette justesse, parce que là, ça donne envie, quelque part, ok, il faut que je vois par rapport au téléphone, il faut que je vois par rapport à mon ressenti au niveau du ventre, il faut que je vois par rapport à ma respiration, il faut que je vois si j'ai assez de temps. Et dans notre vie, j'ai l'impression, conditionné par nos automatismes. Et c'est par où on commence quand on veut commencer à être plus à l'écoute de son corps pour se sentir justement. Tu l'as dit, hein, à un moment donné, peut-être que l'alignement sur son corps, son esprit, ça prendra toute une vie. Mais c'est bien aussi de trouver, d'être plutôt dans les émotions positives au quotidien que l'anxiété, l'addiction. Et je me dis, mais comment on arrive à trouver, tu vois, cette balance au quotidien? En lisant quand le corps n'est plus d'accord. Non, mais sérieusement, oui. En fait, pour moi, l'important, c'est d'avoir de la connaissance déjà dans un premier temps. Et après, tu choisis par quelle porte tu vas rentrer. Je peux pas dire une chose qui va parler à tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant quand tu balayes un sujet de façon très large. Moi, j'ai une approche pluridisciplinaire. Comme le corps est un système, que les interactions sociales aussi sont un système, quand on bouge une chose, il y a des effets. Donc là, on peut très bien se dire « Ah bah ça, c'est à ma portée, ça me parle aussi », parce qu'il y a des choses qui ne résonnent pas du tout chez les gens, puis il y en a d'autres où c'est « Ah mais ouais, ça me concerne, je vois que là… » Et donc, on va trouver comme ça cette porte d'entrée qui va petit à petit dérouler un fil qui va amener plein d'autres bénéfices. Mais je pense qu'il ne faut pas se demander par où on va rentrer. Parce que parfois, tu vois, moi je fais beaucoup de choses autour de la respiration et on peut traiter énormément de symptômes par la respiration si on choisit justement les bonnes respirations. Il y a une notion de devenir un peu un alchimiste du corps. Tu peux changer les échanges gazeux, rééduquer le système nerveux, aller créer de la dopamine dans le cerveau ou des GABA qui ont une incidence sur la dépression. Enfin bon,
tu peux vraiment choisir ce que tu peux créer comme effet. Et il y a des gens qui viennent me voir en me disant, bah tiens, moi je viens pour ça, j'ai un problème de dépression. Ok, et donc on va traiter avec cet objectif-là. Et en fait, ils me disent, c'est fou, j'ai perdu du poids. Je dis, bah oui, parce qu'en fait, c'est connecté aussi au rythme respiratoire. Et quand vous respirez moins et qu'il y a plus de CO2 dans le corps, on voit que le poids, il est géré par le CO2. Ah, ok, on a d'autres effets périphériques où ça va être le sommeil. Donc je pense que c'est important aussi d'arrêter d'objectiver et de se donner une mission, tu vois, de j'ai tel problème, c'est ça que je veux résoudre, et de penser un peu plus par comment j'améliore un peu le terrain général. Et pour améliorer le terrain, il y a plein d'options. Donc ça peut être pour certains d'aller faire de l'exercice physique, d'autres ils vont prendre des compléments en vitamine D, puis ils vont s'apercevoir que ça a changé leur énergie, leur ennui, leurs problèmes de peau. Tu vois, plus tu t'informes, moi c'est ce que vraiment j'adore faire à chaque fois que j'écris un livre, c'est de donner un panel mais tellement vaste et sans recette miracle, et qui mène à réfléchir, et il y a le déclic qui vient sur un aspect. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est à quel point je le trouve complet, mais pas chiant. Non, je te le dis parce que souvent, ce genre de livre, je peux vite trouver ça un peu barbant, peut-être un peu trop complexe ou trop technique, ou ça me parle pas. Et quelque part, tu donnes des exemples ultra concrets. Tu parles de toi, tu as aussi des études, mais qui sont pas des études pendant 25 pages où on comprend rien. C'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est presque divertissant. Ah, mais j'adore. Ouais, divertissant en étant un apprentissage. Et j'ai adoré parce que au début, c'est vrai que autant le titre me parlait, autant il y a quand même un peu plus de 200 pages écrits en pas trop grand. Et je me suis dit, ça va être... Et quand j'ai commencé à le lire, ça se lit, mais à une vitesse, parce que je le trouve passionnant. Et justement, du coup, j'ai pas pu le finir. À cause de cette soirée. Et au moins, les chanteurs, ils étaient bien. Oui, c'était intéressant, c'était pas mal. Franchement, après, le contenu de la soirée était pas mal, mais j'aurais pu m'en passer. Surtout qu'il n'y a pas eu de coup de foudre, donc... Ah non, moi je voulais pas t'amener sur ce terrain-là, parce que s'il regarde l'interview, le pauvre... Bon. Non, je crois pas qu'il regarde. Bon, je pense qu'il sait qu'il n'y a pas eu de coup de foudre, mais lui peut-être pas non plus d'ailleurs. Mais donc voilà, pour te dire que je vais le finir, effectivement, parce que je sais que plus on va vers la fin, plus il y a aussi un peu orienté à la guérison du corps, etc. Et que là, on pourra en parler des heures. Parce que c'est ça qui est passionnant avec toi, c'est que moi, je voudrais parler d'amour avec toi. Il faut que je revienne. Voilà. Je vais lire l'autre, tu vas revenir et là, on va débriefer sur l'amour. Je trouve ça fascinant. Aujourd'hui, attends, ma question signature, je sais qu'on est un peu pressé par le temps, mais il me faut forcément la question signature. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Je crois que je l'ai pas encore osé. Non, mais parce que tu vois, de plus grand, je sais pas, j'ai fait plein de trucs dingues, mais je pense que je vais en faire encore plus dingues. Ok. Ouais, j'adore ça. Je l'avais jamais eu, je l'ai pas encore osé. J'adore, tu sais pourquoi ? Parce que ça montre que t'es orienté aussi vers le futur. En fait, ta vie, elle est pas dans le passé, elle est dans ce que tu vas faire. Et c'est beau. Merci, écoute, je vais partir avec ça en pendentif sur le cœur, j'aime bien l'idée. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te contacter ? Instagram ? Instagram, ouais, absolument. Il y a l'Académie du Souffle, mon site aussi, stéphaniebriand.com. Ouais. Et puis on peut m'écrire. J'ai un email qui est hyper facile, c'est love@stéphaniebriand.com. J'adore. Je mets tout ça dans la description, comme ça les gens n'ont jusqu'à cliquer. Évidemment, quand le corps n'est plus d'accord, retrouvez l'harmonie pour chasser la maladie. Ton livre sur ton rapport au corps, mais comme on l'a évoqué, il y a aussi sur l'amour, sur le souffle. Je pense que si on aime ta personnalité et ton univers, tout ça c'est des petites friandises qui font bien au cœur, du bien au cœur. Et c'est ce que je ressens quand je te vois d'ailleurs. T'as je sais pas comment dire. Enfin, on doit te le dire souvent, mais c'est un mot que je rends un peu bateau, mais t'es solaire à un point. Merci. Où rien que de te voir, ça fait du bien. La dernière fois, j'ai eu un super compliment. C'était vous êtes thérapeutique. Je me suis dit, ouais, chouette, j'aime bien l'idée
Donc merci. Oui, de faire du bien, tu vois, ça me réjouit. Et je t'avais découvert en podcast et t'as une voix incroyable. Merci. Non mais c'est ça qui m'a fait aller découvrir ton univers, parce que c'est vraiment ta voix, je connaissais pas ton visage, et t'as une voix qui résonne, une douceur, quelque chose qui est là. Donc j'espère que vous aurez en tout cas apprécié la voix de Stéphanie durant cet épisode. Merci beaucoup Nico, c'était un moment délicieux. Donc vraiment, et merci à vous tous qui nous avez écouté du temps passé à nous écouter. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Stéphanie a pu t'inspirer. Tu sais que tu as le PDF en description. C'est un PDF vraiment récap de tout l'épisode avec les points clés de Stéphanie qui te permettra en plus, après cette écoute, d'aller plus loin et peut-être te questionner réellement. N'est-ce pas là le plus important? Tu as pu le constater, je pensais savoir certaines choses et pourtant mon corps m'a rattrapé. Je l'ai expliqué dans cet épisode qu'à un moment donné, il ne s'agit pas juste de penser que l'on sait, mais il s'agit de le mettre en pratique. Et c'est pour ça que je te fais ce PDF également pour vraiment quelque part ancrer l'épisode que tu viens d'écouter. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou... Ah bah attends, est-ce que je t'ai dit le PDF avant de terminer, le PDF, il est dans la description, donc tu cliques dessus et tu auras accès, c'est entièrement gratuit. Mais donc, pour terminer, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Je te dis à très très bientôt, salut!